Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs les directeurs des établissements secondaires, donc je me réjouis de vous voir si nombreux ce soir. Vous voyez que le nombre de chaises est largement insuffisant, mais que les étudiants ont trouvé, grâce à leurs ressources créatives, d'autres lieux pour se poser. Je me réjouis que vous soyez si nombreux parce qu'il y a deux paramètres qui sont un petit peu uniques ce soir. D'abord le beau temps, qui est une concurrence à ce genre de séance d'information. Ensuite le Welcome Spring Festival, qui est une autre concurrence qui peut, et veuillez nous en excuser par avance, s'avérer également une concurrence sonore. Ça dépendra des groupes qui passeront pendant le temps de cette séance. Heureusement pour nous, les fanfares viennent de quitter Louvain-la-Neuve il y a moins d'une demi-heure. Donc cette soirée d'information et de rencontre autour du métier, de la carrière d'enseignement, est une des préoccupations d'un groupe que j'ai le bonheur d'animer, le groupe FEADI FESEC UCL, et c'est au nom de ce groupe que je vous accueille aujourd'hui. Nos réflexions au sein de ce groupe nous ont amené depuis plusieurs années déjà à la conclusion que le métier d'enseignant, et c'est sans doute paradoxal, est mal connu des étudiants et parfois des étudiants de l'agrégation. C'est paradoxal, je le disais, dans la mesure où ce métier est très vivant, très visible, très vivant aussi d'ailleurs, mais très visible, dans le sens où vous côtoyez déjà dans nos auditoires des enseignants, vous avez tous une représentation d'enseignants que vous avez croisés pendant vos études, qu'elles soient maternelle, primaire, secondaire ou de l'enseignement supérieur. Et finalement, nous sommes entourés de personnalités ressources et en même temps, nous connaissons très peu l'ensemble des possibilités offertes par ce métier. Quand on parle réseau ou type d'enseignement, ces notions-là sont encore plus floues. Et quand on parle de procédure de candidature, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est quand même une bourse à l'emploi, devenir prof. Quand on parle de procédure de candidature, c'est le brouillard s'épaissit de plus en plus. Et donc, c'est le but de cette session de ce soir, c'est éclaircir ces notions, ouvrir le champ des possibles de manière très large. Et le but est vraiment que les étudiants puissent entendre différentes expériences, puissent rencontrer différents directeurs et quelque part repartent d'ici avec un bagage différent. Donc, cette soirée sera rythmée par 3 temps. Dans un premier temps, M. Gilbert Brancard, qui est directeur du Collège Sainte-Gertrude de Nivelles, nous présentera le contexte du métier et les aspects liés au réseau et au mode de candidature. Dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir d'accueillir 5 intervenants à cette tribune, qui sont directeurs et directrices, et qui vont parler de leur vécu, de leur expérience au sein de leur établissement. Vous verrez que ces récits apportent souvent un éclairage nouveau à l'idée de ce qu'on peut s'imaginer du métier d'enseignant. Et à titre personnel, c'est un des moments parmi les nombreuses inaugurations de sessions que je fais dans ma carrière de vice-recteur des affaires étudiantes. C'est un moment que j'aime particulièrement, je le trouve poignant, à tel point que nous avons décidé de l'enregistrer cette année-ci, d'où la présence de la caméra. Et finalement, vous aurez la chance, vous les étudiants, de pouvoir rencontrer une quinzaine de directeurs et directrices, d'échanger avec eux, de leur poser vos questions, voire peut-être d'établir un premier contact, qui sait, de laisser un premier CV traîner sur la table en vue d'une éventuelle candidature. Mais de nouveau, je vous invite à être le plus large possible, à sortir de vos représentations, à imaginer d'autres régions Cotigny-Louvain-la-Neuve. Il y a un avenir dans l'ensemble du territoire et peut-être même à l'extérieur de nos frontières. Donc pratiquement, les rencontres individuelles se tiendront dans 2 salles. La salle de la maquette, qui est juste ici en bas, donc vous emprunterez l'escalier pour un seul étage, ou la salle OLEF, qui à l'inverse est juste un étage plus haut, et vous emprunterez l'escalier qui est le plus à droite pour retrouver les directeurs. Et bien sûr, vous avez des affiches qui vous indiquent quels directeurs et quelles directrices sont présents dans quelle salle, etc. C'est un magnifique jeu de pistes auquel vous êtes conviés.
Donc, bien entendu, je remercie vivement tous les directeurs et les directrices qui nous font l'amitié de venir à cette bourse à l'emploi. Je pense qu'ils apprécient également ce moment d'échange et cette édition devient classique. Et donc, quelque part, à l'instar de la Flèche Wallonne, dont c'est le jour aujourd'hui, mais c'est une manifestation qui s'inscrit dans une certaine tradition. Donc avant de passer la parole à Gilbert Brancard, je voudrais remercier deux personnes dans l'Assemblée, donc le professeur Guylain Carlier qui est le penseur de cette soirée, et je remercie son investissement et sa coordination pour l'organisation, et je dois préciser aussi l'aide précieuse d'un membre de mon équipe, Béatrice Rocchigny, qui assure toute l'intendance et la logistique de cette soirée. Donc voilà, j'en ai déjà fini, je vous souhaite une excellente soirée, riche en découvertes, riche en contacts, riche en émotions, je l'espère sincèrement. Et je passe sans plus attendre la parole à Gilbert Brancard, directeur du Collège Sainte-Gertrude de Nivelles. Merci. Voilà, bonjour tout d'abord à chacune et à chacun d'entre vous. Et c'est un très grand plaisir pour moi de vous voir aussi nombreux. Il semblerait qu'il n'y ait plus assez de chaises à l'université pour vous accueillir. Donc effectivement, c'est un succès qui va grandissant. Ça fait quelques années qu'effectivement Guylain et moi, nous avons mis ça sur pied et que je crois qu'effectivement, cela rencontre une attente de votre part. Et c'est pourquoi nous continuons. Et je vois aussi que d'un autre côté, le nombre de directeurs présents, au début c'était souvent des Nivellois, des Bruxellois, des gens de la région de Wavre qui étaient ici. Maintenant, il y a des directeurs de la région de Liège, de Namur, de Dinan, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous pourrez normalement trouver aujourd'hui non seulement des directeurs qui sont autour de Louvain-la-Neuve, des directeurs d'établissements qui sont autour de Louvain-la-Neuve, mais aussi plus loin peut-être dans votre région. Cette soirée, c'est d'abord un moment de rencontre. Comme vous l'a dit monsieur le vice-recteur, la dernière partie, et c'est la plus longue, on veut que vous ayez l'occasion de rencontrer des directeurs pour leur demander simplement, tiens, j'arrive à la fin de ma formation universitaire, demain, j'ai envie d'être enseignant, peut-être dans votre école. Comment dois-je faire? Quelle est la procédure? Quand dois-je venir vous voir? Quand puis-je venir vous voir? Quel est le meilleur moment? Et ça peut varier d'un directeur à l'autre. Donc, je ne vais pas vous dire maintenant quel est le meilleur moment. Pour moi, si vous voulez venir me voir, je préfère au début des vacances du mois de juillet, parce qu'après, c'est la préparation de la rentrée scolaire. Et ça doit être vrai aussi, je crois, pour beaucoup de directeurs. C'est le moment où on a quand même, dans nos écoles, plus d'une centaine de membres du personnel. Il faut organiser l'année. Donc c'est vrai que le mois de juillet, c'est un bon moment pour venir nous rencontrer. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à venir frapper à nos portes à ce moment-là. On est souvent plus détendu aussi parce que l'année scolaire est terminée. Et je vois que j'ai plein de sourires parmi mes collègues, donc je ne dois pas dire des bêtises pour l'instant, ou pas trop en tout cas. Voilà, donc le moment essentiel, c'est ce moment de rencontre pour effectivement vous faire connaître un peu plus comment entrer dans le monde de l'enseignement, quelles sont nos écoles, ce qu'on y fait, ce qu'on essaye d'y vivre. Et ce qu'on fait dans nos écoles, ce qu'on y vit, c'est justement ce que je voulais aussi vous faire partager maintenant. Je parie que la plupart d'entre vous sont issus d'écoles d'enseignement général ou d'écoles d'enseignement de transition en tout cas. Mais peu d'entre vous sont issus de l'enseignement de qualification. Peu d'entre vous sont issus de l'enseignement spécialisé. Peu d'entre vous peut-être sont issus d'écoles, des centres-villes qui sont quelquefois décriés dans certains journaux alors qu'il y a là des projets essentiels qui naissent et qui donnent à la fonction d'enseignant peut-être une autre valeur que simplement celle de transmettre des connaissances. D'ailleurs, ce n'est plus ça l'enseignement. L'enseignement a évolué, on va vers d'autres choses. Et donc, cette première partie-là, je la trouve importante. Monsieur le vice-recteur disait tout à l'heure, c'est une ouverture à autre chose, à des choses que vous avez peut-être un peu rencontrées dans vos stages,
Mais je crois qu'effectivement, pouvoir vous dire ce que l'on vit dans une école du centre de Bruxelles ou ce que l'on vit dans une école d'enseignement spécialisé, et qu'il y a une demande aussi de ces écoles-là vers des gens formés à l'université, c'est important. Et donc ça, je voulais vous le faire partager aujourd'hui, et je prie que le directeur de l'enseignement spécialisé arrive, mais il vient généralement en vélo, il arrive toujours à la dernière minute. Voilà. Donc j'espère qu'il va arriver. Je voulais simplement vous faire une petite remarque avant de céder la parole à mes collègues. J'ai aussi fait mes études ici il y a quelques années. J'ai fait des études en physique et j'ai fait mon mémoire avec le professeur Godard, qui était près de la pension aussi comme moi maintenant. Et quand on préparait mon mémoire, un jour, évidemment, on échangeait sur l'enseignement et il savait que je voulais devenir enseignant. Il m'a dit, Gilbert, c'est mon prénom, Gilbert, tu seras un chercheur toute ta vie. Je me suis dit, tiens, je vais chercher en astrophysique toute ma vie. Mais non, le métier d'enseignant, c'est un métier de recherche de chaque jour. Les connaissances des cours que vous allez donner, vous les avez. Mais vous allez chercher dans l'humain. Je crois que quelle que soit l'école dans laquelle vous allez aller, vous allez travailler avec des enfants, avec des jeunes. Et ces enfants, quand ils entrent dans nos écoles, ils ont 12 ans. Ce sont des enfants, avec toute leur insouciance. Et 6 ans après, lorsqu'ils sont en dernière année, ils en ont 18. Et aux yeux de la loi, ils sont devenus majeurs. Et je crois que quand je dis on travaille dans l'humain, c'est vraiment ça. Pendant 6 ans, on va faire avec eux, et grâce à nos matières et par nos matières, cette transition de l'enfance à l'âge quasiment adulte, même si enfin, je ne sais pas si je suis adulte, je ne sais pas très bien quelle définition de la... Si j'étais adulte, je ne serais peut-être pas ici, j'en sais rien, mais en tout cas, être responsable de ce que l'on... Et je crois qu'effectivement, c'est le fondement de notre métier d'enseignant. Il y a bien entendu d'autres choses à faire, mais ça, c'est la base, je crois. Voilà pour ce que je voulais vous dire maintenant. Alors, on va quand même reparler quelques minutes de l'enseignement de transition. J'ai invité pour cela quelqu'un qui nous vient de loin, du Luxembourg, une très belle ville qui s'appelle Marche, et qui va venir nous parler effectivement de ce qu'il fait dans son école rurale, comme il dit souvent, de Marche-en-Famenne. Merci Pierre. On pourrait croire que parler le premier est un privilège, pas dans mon cas, parce que ce que je vais vous dire, c'est ce qui va le moins vous intéresser de la soirée. Parce que ce que je vais vous dire, c'est ce que vous connaissez déjà. Vous venez de l'enseignement de transition. Par contre, connaître l'enseignement de qualification, connaître l'enseignement spécialisé ou l'enseignement dit à discrimination positive, ça vous connaissez peut-être moins. Donc, vous parlez, moi, de l'enseignement de transition, c'est quelque chose que vous connaissez. D'où est-ce que je vous parle ? Je vous parle de Marche-en-Famenne, enseignement libre, composé de 3 écoles. La structure est intéressante. Un premier degré autonome, on observe les élèves, 750 élèves, une filière d'enseignement de transition, 900 élèves, et une filière d'enseignement de qualification, 1000 élèves. Un internat, de l'enseignement par immersion, une classe passerelle, presque tout ce qui peut se faire au niveau de l'enseignement. C'est une belle province, la province de Luxembourg, c'est une terre d'accueil et c'est aussi souvent une province dont on dit qu'elle a une ardeur d'avance. Quel est notre public, quel est notre contexte sociologique dans lequel nous travaillons ? Je le caricature un peu volontairement, je dirais que c'est un public catho, bourgeois, paysan au sens noble du terme, et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les valeurs humanistes sont assez présentes, ça veut dire que nous sommes dans un contexte sociologique relativement favorisé, et ça veut dire que nous avons encore un contact avec la terre au sens noble du terme. 2% de population immigrée, ça n'a rien à voir avec le témoignage que des collègues vous diront tout à l'heure, où il faut être enseignant avec des élèves qui comprennent à peine la langue dans laquelle l'enseignement est donné. C'est un contexte privilégié. Privilégié aussi parce que l'enseignement de transition, c'est évidemment l'enseignement qui conduira,
qui condamne les élèves à poursuivre des études après. Vous savez que l'objectif de l'enseignement de transition, c'est d'obtenir son CESS. Je dis toujours à mes élèves, vous êtes condamnés à faire encore quelque chose après, dans le supérieur, pour pouvoir avoir une employabilité. Vous n'avez pas la chance, quand vous êtes en transition, comme en qualification, de pouvoir sortir en disant « mais j'ai déjà des outils pour pouvoir entrer dans le monde de l'emploi, dans le monde de la société ». Il faut continuer. C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous amène ici. Au niveau de mon enseignement, je ne parle plus depuis longtemps d'enseignement de transition générale ou d'enseignement de transition technique. Je parle d'enseignement à option de base simple ou à option groupée. Pourquoi ? Parce que derrière les vocables général et technique, il y a des représentations que je veux combattre. On est dans un enseignement où, effectivement, la caractéristique, c'est qu'on a un nombre d'élèves par classe important. On n'est pas dans des classes de 10, 12, 15 élèves, on est dans des classes de 25 à 32 élèves. On est dans des classes où on va insister très fort sur l'aspect compétence, sur l'aspect rigueur intellectuelle. Et on va aussi mettre en évidence le rôle d'orientation que nous avons, parce que tous nos élèves ne vont pas nécessairement aller jusqu'au bout du cycle. C'est important aussi de leur dire que dans le cadre de l'enseignement de transition, ils ont d'autres pistes, d'autres approches, d'autres projets à mettre en place. Et c'est une dimension à laquelle on doit être attentif. Le profil de prof que je recherche, ou qu'on recherche d'une certaine manière, c'est un profil autour de deux axes importants. Il va falloir gérer le groupe et la relation. Il faut que vous soyez bon en termes de communication, en termes de relations. Il faut que vous aimiez vos élèves. Il faut que vous puissiez travailler avec vos collègues, aussi en termes de relations constructives. Un deuxième axe important, bien sûr, ce sont vos compétences, vos savoirs. Mais comme Gilbert l'a dit tout à l'heure, vos savoirs, ce n'est pas bétonné à aujourd'hui. Ce sera toujours quelque chose à construire. Vous avez à apprendre à apprendre. Il y a 4 dimensions que je trouve importantes dans le métier aussi. C'est la relation, les 4 relations qui me semblent importantes à avoir en tant que prof. C'est la relation d'abord avec votre classe. Puis c'est la relation à avoir avec votre matière. Et puis c'est la relation à avoir avec votre collègue, aussi bien verticalement que horizontalement. Et puis c'est la relation que vous aurez à avoir avec l'esprit, la communauté éducative de votre école. 4 choses, je pense qu'il faut que vous ayez à l'esprit dans le cadre de l'enseignement de transition, mais aussi dans le cadre de l'enseignement autre que de l'enseignement de transition. Comment se faire engager ? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, chacun a plus ou moins sa méthode, le CV, la rencontre, le moment. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas important. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que entrer dans le métier, quelle que soit la filière, quel que soit le type d'école que vous allez fréquenter, c'est une entrée qui n'est pas facile. Le métier d'enseignant est un métier plein de richesses, plein de satisfaction, mais aussi un métier difficile et qui demande du soutien. Et le premier soutien sur lequel vous pouvez compter, c'est bien sûr le nôtre, directeur. Et il faut que vous soyez conscient de cela. Il faut que vous soyez conscient qu'il faut oser dire vos difficultés. Et qu'à côté du soutien que vous pourrez avoir de collègues, d'équipes de profs, de tuteurs, de coachs privilégiés au sein de l'école, des services diocésains dont on vous parlera peut-être tout à l'heure, il y a le fait qu'il faut dépasser cette peur. Il faut oser dire, à un moment donné, je cale, j'ai des difficultés. Soyez humble par rapport à cela si vous voulez rester dans le métier. En conclusion, je voudrais simplement vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envisagé, ou ce que vous envisagez, c'est de devenir un jour enseignant. Et peut-être vous l'avez fait parce que dans votre parcours d'élève, vous avez rencontré un prof qui a, à travers son visage de prof, qui vous a donné l'envie de devenir prof vous-même. Et à mon tour, je voudrais vous souhaiter qu'effectivement vous puissiez vous épanouir en devenant vous-même des visages pour les élèves que vous allez rencontrer. Et j'ai envie de vous dire aussi en conclusion, et pour boucler la boucle avec le lieu d'origine dont je viens, Marchand-Famenne, comme Gilbert l'a dit, la Belgique, ça ne s'arrête pas à Louvain-la-Neuve, il y a aussi Aiguezé, Gembloux, Namur,
Dinan, Rochefort, Marche, Abbé-la-Neuve, Saint-Hubert, Arlon. Voilà, donc ouvrez un peu vos ouvertures. Et je voudrais dire aussi que dans notre belle province, on a une arme fatale pour attirer les jeunes profs. On n'a pas de problème, on n'a pas de souci de pénurie, parce qu'on a bien sûr l'Orval, qui est le ver d'accueil dans notre province. Bonne chance dans la carrière. Alors, on peut continuer sur ce thème-là. À Nivelles, nous avons la Gertrude maintenant, qui est très bonne aussi. Voilà, donc Pierre, merci. On va peut-être parler un peu d'enseignement qualifiant et des écoles qu'on appelle en général les écoles techniques, mais en plus avec Monsieur Antoine, on va vous parler d'un CFA. Attention de ne pas confondre les deux voyelles, parce que sinon ça fait autre chose. D'accord ? Un CFA, c'est un centre d'enseignement de formation en alternance, et c'est aussi une formation qui aujourd'hui est prisée par certains jeunes, et donc là aussi, on peut avoir besoin de vous dans les CFA et dans l'enseignement qualifiant. Merci Monsieur Antoine. Bonsoir, je commencerai par préciser que je viens donc d'une école assez proche de Louvain-la-Neuve, excusez-moi, c'est Wavre, c'est pas très loin, il n'y a pas de bière locale, et je vais vous parler d'enseignement qualifiant, technique, professionnel, d'un CFA et non pas d'un café, comme a voulu l'exprimer M. Brancard en inversant les deux voyelles. Alors, cette école compte environ 1000 étudiants, 600 sont dans notre implantation de Wavre dans l'enseignement à temps plein technique et professionnel, et 400 jeunes suivent une formation en alternance dans l'enseignement professionnel au CFA de Cours-Saint-Étienne. J'y reviens dans un instant. Si on compare l'enseignement obligatoire jusqu'à 18 ans, si on le représente en tranches superposées, chaque tranche constituant une année supposée réussie, on va constater que l'enseignement secondaire d'aujourd'hui est vraiment constitué en deux grandes étapes. La première de ces étapes mène les élèves aux compétences dites de 14 ans. C'est ce qu'on appelle le tronc commun. C'est l'enseignement du fondement, c'est l'enseignement qui mène les élèves au socle de compétences, des compétences que le législateur a voulu minimales pour tous les jeunes dans leur intégration sociale future. Cette étape s'étend donc de l'entrée à l'école jusqu'à la fin de la deuxième secondaire. La deuxième étape, c'est plutôt de celle-là dont je vais vous parler, démarre donc en troisième secondaire. À ce moment-là, les élèves, quand ils quittent le tronc commun, font un choix de filière. L'enseignement de transition, M. Fourneau vient d'en parler, l'enseignement technique, ou bien l'enseignement professionnel, voire encore l'enseignement professionnel en alternance. J'attire d'emblée votre attention sur un chiffre qui n'est pas toujours connu, c'est que lorsqu'on dénombre tous les élèves situés après la troisième année, on compte pas moins de la moitié des élèves qui sont dans l'enseignement technique ou professionnel. Donc un élève sur deux se trouve dans ces filières. Ça implique en corollaire évident qu'un grand nombre de professeurs se retrouvent également dans l'enseignement technique et professionnel. Maintenant que ce décor est planté, je voudrais épingler quelques caractéristiques de ces formes d'enseignement, 3 ou 4, pas plus, par forme d'enseignement pour ne pas être trop long. Et d'abord, je vous propose 3 clés pour découvrir l'enseignement professionnel. Primo, comme son nom l'indique, la visée de l'enseignement professionnel est de donner aux jeunes qui le fréquentent une formation tournée vers le futur métier. Les différentes options groupées de l'enseignement professionnel portent d'ailleurs au 3e degré des noms de métiers. On suit une option menuisier, une option mécanicien automobile par exemple, et donc on a déjà dans l'énoncé de l'option elle-même un nom de métier. L'élève qui suit un enseignement professionnel bénéficie d'une grille horaire composée pour 2/3 de cet aspect de préparation à la vie professionnelle, mais pour 1/3 de formation humaniste. Un certain nombre de cours dans ce tiers de la formation
vont donner aux jeunes des compétences terminales nécessaires à son intégration dans la vie future et à exercer son rôle de citoyen. Cette présence d'une formation humaniste dans l'enseignement professionnel ne va pas de soi et nous devons être très attentifs à ce qu'elle reste bien présente, car apprendre un métier, ça peut se faire en dehors de l'enseignement. On peut suivre des formations forum, on peut suivre un cursus d'apprenti ou autre chose, apprendre sur le tas. Mais quand on est dans l'enseignement professionnel, on est d'abord dans l'enseignement. Et donc cette présence de la formation humaniste est vraiment une clé pour la formation future de ces jeunes. Deuxième élément, lorsque les élèves du professionnel se forment à un métier, ils obtiennent une forme d'accès à la profession lorsqu'ils ont leur diplôme de qualification. Cependant, il faut savoir qu'en fin de parcours, au terme d'une 7e année, l'élève obtient également un diplôme d'humanité, on appelle ça maintenant le CESS, le fameux CESS. Et donc ce jeune, à la fin de cette 7e année qui obtient le CESS, peut également caresser le souhait de suivre une formation dans l'enseignement supérieur. Ceux qui le font, c'est souvent un baccalauréat dans l'orientation qu'ils avaient déjà choisie auparavant. Troisièmement, les élèves du professionnel peuvent suivre leur formation soit à temps plein en école, soit en alternance, mi-temps école, mi-temps entreprise. En école, ils se forment à leur métier dans des séances de laboratoire, dans des ateliers, donc dans des lieux où on reproduit le milieu de l'entreprise, mais c'est l'école. Par contre, les jeunes qui se trouvent en l'enseignement professionnel en alternance, ce qui est le cas des élèves de notre CEFA, sont 2 jours par semaine à l'école. Ils ont donc au total 16 heures de cours qui reprennent la formation humaniste et un volet technique, et sont 3 jours par semaine sous contrat en entreprise. Ce contrat est supervisé par nos enseignants, qui se rendent donc au moins une fois par mois sur place pour une visite d'évaluation des progrès de l'élève et vérifier que ce qu'ils apprennent en entreprise correspond effectivement au référentiel de formation du métier, comme si les jeunes étaient dans l'enseignement. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils sont sous contrat, et donc un contrat de travail, vous savez que ça prévoit une rémunération, tout travail méritant salaire. Résultat pour les jeunes, les mêmes diplômes en alternance qu'à l'école, mais d'un côté, on a déjà le pied dans l'entreprise, et l'entreprise régulièrement recrute les jeunes après les avoir formés. Je viens donc de citer 3 caractéristiques de l'enseignement professionnel: présence d'une formation humaniste, diplomation constituant un accès à la profession, mais aussi possibilité de CESS, et formation professionnelle, soit en école, soit en alternance. Maintenant, quelques clés pour comprendre l'enseignement technique. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que cet enseignement technique, par rapport au professionnel, est nettement plus proche de l'enseignement de transition. Tout d'abord parce que, dès la fin de la 6e, même si le jeune est diplômé technicien, il dispose également du CESS. Il peut donc poursuivre des études supérieures à la fin de sa 6e technique. Deuxièmement, nous constatons aujourd'hui qu'une majorité de jeunes qui sortent de l'enseignement technique vont poursuivre des études supérieures. Ils vont s'adresser donc à l'enseignement supérieur, soit universitaire, pour poursuivre une formation qui, pour au moins la moitié d'entre eux, n'aura plus rien à voir avec leur option du secondaire. Ça veut dire que finalement, cette filière technique apparaît à plus de jeunes qu'on ne le croit comme une mode de transition, qui n'est pas de l'enseignement de transition, mais de transition qui mène à l'enseignement supérieur, ou en tout cas au CESS. Deuxième caractéristique, lorsqu'un jeune suit l'enseignement technique et est diplômé technicien, il a bien sûr acquis les savoir-faire du métier, mais contrairement aux jeunes sortant de l'enseignement professionnel, il sera souvent confronté dans le métier, s'il l'exerce comme technicien, à des tâches de conception ou à des tâches de responsabilité. Et troisièmement, ce qui est caractéristique de l'enseignement technique, c'est la démarche technique elle-même. Donc lorsqu'on a une approche de la formation secondaire qui est générale, c'est souvent relativement abstrait. Lorsqu'on est dans l'enseignement technique, la démarche constituant à faire l'aller-retour entre théorie
et application, entre le savoir et la machine, et entre la machine et le savoir. Cet aller-retour technologique est tout à fait transposable dans un certain nombre d'études supérieures, bien entendu. Donc l'enseignement technique, chez les usagers, a une visée de transition pour un certain nombre d'entre eux, mais leur donne également un diplôme de technicien avec une base qualifiée. C'est ce que M. Fourneau appelait tout à l'heure une chance, c'est qu'ils ont un diplôme en poche qui leur permet d'entrer dans la vie professionnelle, et un développement de leur esprit, d'une démarche technologique qui est tout à fait transposable par la suite. Et donc, dans l'enseignement technique comme dans l'enseignement professionnel, nous avons bien entendu besoin d'agrégés, de professeurs qui souhaitent partager avec ces jeunes, plus particulièrement, un savoir qui a du sens, qui est concret au quotidien. Et je vous remercie pour votre bonne attention. Merci, Monsieur Antoine. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Didier Dilly, qui est directeur du campus Saint-Jean. Alors, je vais dire, c'est une école pour laquelle j'ai quelques points d'accrochage, mais dans le bon sens. Il m'est arrivé par le passé d'être souvent présent dans cette école pour la découvrir, parce que je trouve vraiment que c'est un lieu superbe, et il y a d'autres écoles de ce type-là dans les centres-villes qui sont des lieux superbes pour un beau projet d'enseignant. Vous savez, quand un jour je faisais partie d'un jury fin d'humanité dans cette école, et que l'on m'expliquait qu'effectivement le jeune qui était en train de résoudre un problème de mathématiques qui était là, était arrivé, on ne sait pas très bien comment, en Belgique, sans parler le français, et que finalement, quelques années après, les enseignants de cette école étaient arrivés à lui inculquer des mathématiques que les miens, à Nivelles, l'école BCBG un petit peu, ne faisaient pas mieux. Je trouve qu'il y a vraiment là du succès pour des enseignants, des choses extraordinaires. C'est l'ascenseur social, comme on dit. Je crois qu'il y a vraiment un très beau projet à mener en tant qu'enseignant dans ce genre d'école, mais il vous l'expliquera 10 fois mieux que moi, puisque lui, il les vit tous les jours. Voilà. Mais je n'ai plus grand-chose à dire, je trouve, parce que M. Gilbert Brancard a très bien fait l'introduction. Donc, effectivement, je vais vous parler d'une école qui est en encadrement différencié. Donc là, on peut en vouloir un petit peu aux législateurs de brouiller les pistes parce que l'encadrement différencié, le degré différencié, c'est pas la même chose. Mais ça se recoupe, comme vous allez le voir. L'encadrement différencié, c'est ce qu'on appelait, il y a peu de temps, il y a quelques années encore, on appelait ça la discrimination positive, et puis on a changé un peu les termes, un peu l'organisation. Ce sont donc des écoles qui bénéficient de moyens complémentaires. Des moyens complémentaires pour mener à bien leur mission. Ces moyens complémentaires sont des moyens complémentaires en heures pour l'organisation des cours ou d'autres choses, et des moyens financiers. À part ça, je vais dire qu'une école à encadrement différencié, c'est une école tout à fait ordinaire. Tout à fait ordinaire parce qu'on va y retrouver ce que mes collègues qui m'ont précédé ont expliqué. On y retrouve de l'enseignement de transition, on y retrouve de l'enseignement de qualification, technique ou professionnelle. Bon, l'école dont je vous parle et dont je m'occupe, ou je devrais dire qui m'occupe plutôt, est une école qui est située au centre de Bruxelles, à Molenbeek. Ça va, il n'y a personne qui sort de la salle. Et c'est une école qui compte 450 élèves. C'est donc une très petite entité, enfin en tout cas pour la taille des écoles, ce n'est pas énorme pour les écoles secondaires, ce qui donne déjà une idée du type de climat qui peut régner dans une école, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on le croit ou si on lit les presses ou une certaine presse, un climat de violence, mais c'est plutôt une ambiance familiale qui règne dans ces écoles-là. Bien sûr, il y a de temps en temps des accros, mais je ne pense pas qu'ici, j'ai des collègues qui puissent dire que dans leurs écoles, il n'y a jamais non plus de moments un petit peu plus chauds que d'autres. Donc c'est une ambiance familiale, ce n'est pas une grosse boîte, c'est donc une école dans laquelle enseignants et élèves se connaissent, apprennent à se connaître et travaillent ensemble, ou en tout cas sont supposés travailler ensemble. C'est en tout cas un des défis que l'on se fixe. Donc dans cette école, j'ai une option, moi donc j'ai les options que j'ai citées, mais vous avez des écoles à encadrement différencié qui ne font que de l'enseignement de transition générale. Certaines écoles ne font que du qualifiant. Donc on trouve un petit peu tous les types d'enseignement
dans ces écoles-là. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe dans mon école, je vais dire que par rapport au type d'élèves, c'est clair que ces élèves sont des élèves ordinaires, sauf que si on a des moyens complémentaires, c'est qu'il y a quand même des choses que nous sommes amenés à gérer et qu'on n'est pas amenés à gérer ailleurs. Et ces choses sont que pour les jeunes qui nous sont confiés, généralement en tout cas, ce n'est pas une règle absolue, mais généralement ces élèves ont un rapport au savoir et un rapport à certaines normes d'éducation qui n'est pas celui que nous avons connu, que vous avez peut-être connu dans vos écoles, que vous connaissez encore maintenant. Ces élèves, il faut aller les chercher là où ils sont. Et je dirais que ça, c'est le premier défi, c'est le défi pédagogique. Il faut aller chercher ces élèves où ils sont. Ils sont arrivés avec un CEB, mais là, clairement, il faut bien dire les choses. Un CEB à 50%, c'est pas la même chose qu'un CEB à 90%. Et donc, on ne sait pas travailler avec ces élèves-là comme on pourrait travailler avec des élèves qui ont obtenu leur CEB haut la main. Ça demande donc, c'est un défi pédagogique qui demande donc qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait de l'imagination, de la créativité, pour trouver comment faire passer ces matières que ces élèves sont capables d'apprendre. Mais pas nécessairement par le canal le plus classique. Je veux dire que par là, le cours frontal, le cours magistral n'est pas très populaire, ou en tout cas n'est pas toujours très porteur dans ce type d'enseignement. Ce défi pédagogique demande aussi une bonne dose d'esprit d'équipe. Il vaut mieux, dans toutes les écoles d'ailleurs, je pense, mais certainement dans ce type d'école, il vaut mieux ne pas travailler seul. Pouvoir, bien sûr, travailler en coordination verticale, horizontale avec ses collègues, disciplinaires ou interdisciplinaires. Le deuxième défi, qui est un défi, je dirais le défi pédagogique, par contre, il est tout à fait possible de le réussir, puisque, comme l'a expliqué Gilbert, on peut avoir des élèves dont on ne parierait pas sur eux à leur entrée dans l'école et qui terminent non seulement une 6e transition, et puis qui se lancent dans des études supérieures avec succès. Il y a un défi éducatif également qui est à la clé, un défi éducatif puisque, comme je le disais, les normes d'éducation ne sont pas forcément celles que l'on connaît. Mais de nouveau, ces élèves, si on se donne la peine de réfléchir comment les prendre, on peut les amener à faire exactement ce qu'on fait faire dans les autres écoles aussi. Seulement, ça demande plus de patience, ça demande plus d'ingéniosité et ça demande plus d'implication et aussi de remise en question. C'est-à-dire que l'enseignant arrive à des moments où il doit se demander, se poser la question de savoir si effectivement ce qu'il fait avec la classe est exactement approprié ou bien s'il ne faudrait pas un petit peu changer l'orientation. Et ça se fait justement par le travail en équipe, avec le soutien de la direction, des coordinations pédagogiques ou également tous les services d'accompagnement qui existent et dont on vous parlera peut-être encore dans le courant de cette soirée. Et là, c'est là que les moyens complémentaires interviennent parce que justement on peut injecter des moyens dans des heures de coordination pour certains enseignants qui ont une partie de leur horaire pour un petit peu animer tout ce qu'il y a de pédagogique dans l'école, un petit peu, je vais dire, digérer les réformes et puis les communiquer aux collègues ou en tout cas les guider dans l'application des réformes. Il y a un défi culturel également, plutôt un défi multiculturel, puisque ces écoles sont par définition ou très souvent dans des centres-villes très cosmopolites. C'est un défi multiculturel parce que la plupart de ces écoles ont connu une évolution ces dernières années. Je vais dire que jusqu'il y a 10-15 ans, une école située à Molenbeek avait plutôt une connotation maghrébine, une école qui était située à Saint-Josse-Scarbeck, c'est plutôt communauté turque. Mais on voit bien que ces choses-là évoluent et maintenant on a, rien que dans l'école, je pense, 65 nationalités différentes qui se côtoient. 65 nationalités, c'est pas autant de cultures, mais ça fait pas mal de cultures différentes, pas mal de religions différentes. Et même si ce n'est pas un des objectifs majeurs, on est quand même une école du réseau catholique et malgré, donc, au milieu de tout ça, il faut garder cette image d'une école du réseau catholique, mais ce n'est pas du tout incompatible avec cette mission multiculturelle, puisque justement c'est dans l'accueil, c'est dans l'acceptation de la différence qu'on peut aller puiser des ressources. Alors, il y a une composante dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi assez souvent rencontrée dans les écoles en encadrement différencié, c'est le cas dans l'école dont je parle, le campus Saint-Jean, c'est le DASPA, que l'on appelait avant la classe passerelle. Le DASPA, c'est le dispositif d'accueil et de scolarisation des primo-arrivants.
Voilà, c'est un changement de vocabulaire, c'est un changement d'organisation, mais qui a toujours le même but, c'est d'accueillir des élèves qui arrivent en Belgique, qui sont en Belgique depuis moins d'1 an, qui pour la plupart ne connaissent pas le français, de leur donner un temps d'apprentissage du français qui est limité par la loi à 12 mois, voire 18 mois dans certaines conditions, et puis après, d'insérer ces jeunes dans le programme, dans le système scolaire ordinaire en communauté française. Eh bien, là, je peux aussi dire, par l'expérience de notre école, que ça peut marcher. Il n'y a pas de réussite à 100%, mais ça marche. Et il y a donc des élèves qui arrivent chez nous en classe de français, voire même non alphabétisés, et qui doivent donc, apprendre le français, deuxièmement, se mettre quand même un petit peu au parfum de toutes les exigences de l'enseignement, mais qui continuent des études, qui font des études, qu'elles soient de qualification technique ou professionnelle ou de transition générale, et qui terminent ces études. Et je peux dire que là, la satisfaction des professeurs est un petit peu comparable à ce qu'on peut trouver chez des instituteurs qui reçoivent des élèves qui ne savent ni lire ni écrire ou qui ne savent pas calculer et qui, en fin d'année ou à la fin, en tout cas, d'un cycle, sont capables de faire tout cela. Eh bien, on éprouve la même chose lorsque moi, je fais le discours des finalistes et que je peux dire au revoir à certains élèves que j'ai accueillis ou que nous avons accueillis sans pouvoir parler un seul mot de français, ça fait quand même quelque chose. Et donc ce défi-là également, il est vraiment à vivre au sein de ces écoles. Alors je dirais que s'il faut, en dehors de toutes les qualités qu'on vous a déjà citées, c'est de la disponibilité et, comme je l'ai dit aussi, une grande capacité de remise en question pour pouvoir réussir, mais je témoigne qu'il y a moyen de réussir dans ces écoles, et tout cela sans dégâts. Ça fait 30 ans que je travaille à Molenbeek, tout est d'origine, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de métal, ni de séjour d'hôpital non plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Didier. Alors, un autre grand défi aussi de notre temps, parce que même si certaines personnes présentent des difficultés importantes, elles ont aussi droit à être accueillies dans les écoles. Et je viens de voir que le vélo de M. Waterman est arrivé. Merci, M. Waterman, de venir nous présenter un peu la vie d'une école d'enseignement spécialisé. Merci d'être là. Ce fut un peu juste, là, enfin, me voici quand même, juste à temps. Donc on vous a parlé de l'enseignement qu'on appelle ordinaire. Je crois qu'on vous a présenté un peu toutes les facettes de l'enseignement ordinaire. À côté de ça, il existe aussi, depuis 1970 en Belgique, ce qu'on appelle l'enseignement spécialisé. Alors l'enseignement spécialisé, c'est un enseignement qui est destiné aux enfants, puis aux jeunes. Je dis aux enfants parce que ça commence dès l'âge de maternelle, qui est destiné aux enfants et aux jeunes qui n'ont pas la possibilité ou la capacité de suivre les mêmes apprentissages que les enfants qui sont dans l'enseignement ordinaire. Tout simplement parce qu'ils sont porteurs d'un handicap, d'une déficience. Alors, ces enfants, ces jeunes, sont classés dans une série de catégories. Au départ, on met les handicaps dans une typologie. Il y a 8 types de handicaps différents. On ne va pas mettre ensemble les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles avec des déficiences sensorielles. Et il y a comme ça une série de catégories. Une fois qu'on entre en enseignement secondaire, et c'est ça qui vous concerne, c'est pour ça que je passe les détails de l'enseignement pour les plus jeunes. Une fois qu'on arrive dans l'enseignement secondaire, la typologie a moins d'importance. Les jeunes rejoignent ce qu'on appelle une forme d'enseignement. Il existe 4 formes d'enseignement et ces formes sont organisées en fonction du potentiel d'autonomie, d'insertion du jeune pour après dans la société. Il y a tout d'abord la forme 4, qui est une forme d'enseignement qui reprend les mêmes programmes que tout ce que vous avez entendu, que l'enseignement ordinaire. Donc on peut faire de l'enseignement général, de l'enseignement technique pour des jeunes porteurs de déficience, de handicap. La forme 4, évidemment, est une forme qui est organisée pour des handicaps qui permettent de suivre ces programmes. On peut être malvoyant, malentendant, avoir un handicap physique et être capable de suivre des programmes de l'enseignement ordinaire avec évidemment des techniques adaptées, des encadrements différents.
Forme 4, on est donc dans les mêmes programmes que l'enseignement ordinaire, mais on adopte des méthodes différentes pour arriver à donner les mêmes diplômes que dans l'enseignement ordinaire et à permettre à ces jeunes de suivre après un cursus dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement universitaire. Et vient ensuite la forme 3. La forme 3, je vais m'y attarder un petit peu plus longtemps parce que c'est là qu'on va retrouver la plus grande quantité de jeunes dans l'enseignement spécialisé. La forme 3, c'est le qualifiant, mais adapté à l'enseignement spécialisé. On met là-dedans tous les jeunes qui sont capables d'arriver à une qualification professionnelle dans un métier, malgré une petite déficience qu'ils ont au départ. C'est dans cette forme d'enseignement qu'on va retrouver en secondaire plus de 80% de la population scolaire d'enseignement spécialisé. Dans cet enseignement qualifiant, on va retrouver tous les secteurs professionnels que l'on retrouve dans l'enseignement professionnel ordinaire, avec des métiers qui sont parfois équivalents à l'enseignement professionnel ordinaire et parfois avec des spécificités propres à certaines déficiences. Dans l'enseignement de forme 4 et de forme 3, on retrouve des personnes qui ont suivi un parcours de formation universitaire et qui vont y donner des cours. J'expliquerai après comment on y arrive, pourquoi on y arrive et qu'est-ce qu'il y a comme condition. Mais j'explique quand même encore rapidement les deux autres formes. La forme 2, là on est dans une forme d'enseignement où on va retrouver des jeunes qui n'auront jamais une autonomie complète. Ils auront toujours besoin d'un accompagnement dans leur vie. Certains, 20%, vont être orientés vers le monde du travail dans ce qu'on appelle les entreprises de travail adaptées. Autrefois, on appelait ça les ateliers protégés. 80% vont rejoindre des centres occupationnels, des centres de jour. Dans l'enseignement de forme 2 aussi, je parle d'expérience, il y a des personnes qui ont un cursus universitaire et qui y travaillent. Et puis, en quatrième lieu, nous avons la forme 1. Là, on est dans l'accompagnement des jeunes qui ont le plus petit potentiel d'apprentissage, les plus gros handicaps, et on est plutôt dans des apprentissages de l'autonomie et de la socialisation. Et là, on trouve plus rarement du personnel qui a suivi une formation venant de l'université. Alors, comment est-ce qu'on arrive dans l'enseignement spécialisé? La plupart du temps, tout à fait par hasard. J'y suis entré, moi, il y a maintenant 28 ans, sans savoir que l'enseignement spécialisé existait. Le grand problème, quand on rentre dans un spécialisé, c'est qu'on risque d'accrocher et d'y rester pour de bon. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'ordinaire, on est avec tous des jeunes extraordinaires. On s'y attache, on n'est pas à donner une matière à un groupe, on est devant Pierre, Michael, Josepha, on est devant des individus. Chaque jeune dans l'enseignement spécialisé a ce qu'on appelle un plan individuel d'apprentissage. Nous avons l'occasion d'avoir des petits groupes, une classe, c'est entre 5 à 9 élèves, selon les différents cours. Et dans une classe, un professeur ne va pas donner un cours pour son groupe. Il sait très bien que tel jeune, à tel rythme d'apprentissage, est arrivé à tel niveau de compétence dans tel et tel domaine. Pour travailler dans l'enseignement spécialisé, il faut donc avoir un autre mode de fonctionnement que dans l'enseignement ordinaire, où là, on a une matière la même pour tout le monde. Il faut pouvoir d'abord tenir compte de l'individu, du jeune, avec ses difficultés, avec toutes les adaptations que l'on doit essayer d'apporter pour qu'il arrive à ses apprentissages. La première grande qualité à avoir avec eux, c'est la patience, évidemment. Il faut plus de temps pour que, la plupart du temps, quand on fait un parcours complet en secondaire spécialisé, on ne termine pas au même âge que dans l'enseignement ordinaire. On met un peu plus de temps. Dans tout ce que l'on fait avec eux, on a un peu plus de temps à mettre. Deuxième qualité indispensable à avoir pour travailler dans l'enseignement spécialisé, c'est être capable de travailler en équipe. Un professeur pourrait, dans certains contextes, travailler seul sa matière, préparer son cours, évaluer ses élèves. Dans l'enseignement spécialisé, c'est impossible. Il y a d'ailleurs dans la plage horaire des périodes de travail d'équipe, des périodes de concertation,
Il y a du temps qui est consacré à se mettre ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que quand on évalue, par exemple, un élève dans son parcours, le professeur, il ne l'évalue pas tout seul. Il ne fait pas un examen, une interro tout seul devant l'élève. Il le met dans des situations avec un collègue, ce qu'on appelle les situations d'intégration. Il le met dans des situations d'apprentissage professionnel. Moi, je parle surtout d'expérience professionnelle puisque mon école, c'est principalement une formation professionnelle. Et c'est à plusieurs qu'on évalue en fonction de critères qu'on a élaborés ensemble. On prépare les choses ensemble, on évalue ensemble, on travaille le projet individuel des élèves ensemble. Travailler en équipe, c'est indispensable. Troisième chose, ne pas vouloir la performance. Être capable d'accepter et de faire accepter les limites auxquelles peut aller le jeune qui est devant soi. Être capable aussi, d'expliquer à un jeune que l'objectif qu'il a n'est pas celui qu'il doit viser et l'aider à adapter son projet à ce qu'il est capable de faire avec ses déficiences. Dans l'enseignement spécialisé, en dehors de l'équipe pédagogique, il y a aussi une équipe de paramédicaux qui travaillent en collaboration avec les enseignants. Des logopèdes, des kinésithérapeutes, des psychologues, des assistants sociaux, des infirmières, qui collaborent au travail d'équipe. Qui est-ce qui est engagé dans l'enseignement spécialisé? Normalement, il devrait y avoir une formation spécifique, mais il y a très très peu de personnes qui suivent ce parcours avec cette formation spécifique. On vous a certainement parlé avant moi, je n'étais pas dans l'Assemblée, mais on vous a parlé de la pénurie, je crois. Non? Non? Ou bien vous entendez dans les médias qu'on parle de pénurie d'enseignants. Eh bien, l'enseignement spécialisé est un des types d'enseignement le plus touché par cette pénurie pour trouver des personnes qui sont vraiment qualifiées pour ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on engage tout qui a envie de travailler dans l'enseignement et a suivi un parcours de formation qui l'amène à enseigner. Dans l'enseignement spécialisé, on peut donc encore plus facilement qu'ailleurs obtenir des dérogations quand on n'a pas le titre requis pour donner des cours. Toute personne qui a suivi une formation universitaire peut quasi donner tous les cours de formation générale, tous les cours généraux. Mais on peut aussi donner d'autres cours en fonction de centres d'intérêt et de capacités que l'on a. Dans mon école, j'ai un ingénieur agronome qui donne des cours de pratique professionnelle de jardinage. J'ai une licenciée en archéologie qui est professeure d'éducation sociale et de religion dans mon école. Ce n'est pas la filière de formation qui convient, mais face aux difficultés de recruter des personnes qui ont les titres, qui ont la formation au travail dans le spécialisé, eh bien, on engage ceux qui sont tentés par ce type d'enseignement. Et il faut savoir aussi que puisqu'on fonctionne avec ce système-là, comme on travaille beaucoup en équipe, c'est évidemment sur le terrain que la formation se fait. Et ce sont les personnes en place dans les équipes qui vont finalement aider ceux qui démarrent à fonctionner au mieux avec ces jeunes et leurs difficultés. Voilà, j'espère que dans tous les témoignages que vous avez entendus jusqu'à présent, vous avez bien senti, tout à l'heure je parlais de chercheurs, mais je crois que le mot chercher, rechercher, réfléchir sur sa profession apparaît dans toutes les écoles. C'est une des premières qualités, je crois, que vous devez avoir. C'est un des premiers projets que vous devez avoir. Mais encore une fois, quand on est jeune enseignant, quand on commence dans le métier, on rencontre des difficultés. Ça aussi, je crois qu'on vous l'a dit. Et que souvent, dans les écoles, on est prêt, avec les équipes d'enseignants en place, à travailler avec le jeune. Et la direction aussi, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, et parce que la direction, avant d'être directeur, ils ont été pour la plupart enseignants, quand même, un petit peu. Hein. Et donc, on a aussi quelquefois des conseils que l'on peut vous donner. Et puis, on connaît notre école, on connaît nos écoles, on connaît le milieu dans lequel on est et on peut évidemment vous épauler. Mais il existe aussi, pour les jeunes enseignants, des services que l'on met à votre disposition et qui ne sont pas liés à l'école. Qui sont liés aux écoles de notre réseau. Ce sont des services diocésains. Et donc, j'ai demandé à une directrice diocésaine, c'est la directrice des directeurs, d'être présente aujourd'hui, surtout
pour vous parler justement de l'aide que l'on peut vous apporter à travers le service diocésain, non seulement durant votre parcours d'enseignant, mais aussi peut-être pour entrer en contact avec des écoles. Depuis quelque temps, le service diocésain vous offre la possibilité de nous mettre au courant que vous êtes là et que vous avez envie de trouver une école. Donc, 2 raisons de laisser la parole à Madame la directrice diocésaine, le service diocésain. Bonjour à chacune et à chacun. Après 20 ans de directrice d'école secondaire, effectivement, j'ai le plaisir de diriger des services communs aux écoles, comme il en existe dans 4 régions, dans 4 diocèses en communauté française. Donc, je suis située à Bruxelles avec des services qui vous seront adressés si vous enseignez dans une école bruxelloise ou dans une école du Brabant wallon. Les mêmes services existent pour la région de Namur-Luxembourg, de Liège ou de Hainaut. Alors, il m'a été demandé 2 choses. De vous parler des services au bénéfice des enseignants qui démarrent et de vous dire comment postuler dans notre enseignement catholique. Alors, c'est sans doute un rappel pour vous. Vous avez entendu la diversité et la richesse des écoles de notre enseignement. Vous ferez peut-être votre choix ou peut-être celui-là ne sera-t-il pas fait et postulerez-vous dans des écoles extrêmement différentes. Mais vous avez en communauté française 2 grands réseaux, l'enseignement libre et l'enseignement officiel. L'enseignement officiel, le recrutement y est plus centralisé. Dans l'enseignement libre, vous avez l'enseignement confessionnel, principalement catholique, et vous avez l'enseignement non confessionnel, donc des écoles qui ne sont pas définies par une religion particulière. Dans l'enseignement libre, donc confessionnel, on peut avancer d'une dia, merci. La particularité de nos écoles, et vous l'avez vu, c'est leur richesse, c'est leur diversité, c'est aussi leur autonomie. Ce qui signifie qu'il vous revient non pas de postuler à un endroit précis, mais de postuler en principe dans chacune des écoles. Donc vous pouvez tout à l'heure aller rencontrer chacun des directeurs et déposer votre curriculum vitae chez chacun des directeurs. Ce qui fait pour Bruxelles-Brabant-Wallon 100 établissements. Alors les moyens techniques aujourd'hui vous permettent de faire ça bien plus facilement qu'avant, où il fallait mettre un timbre sur chaque enveloppe. Vous pouvez le faire par Internet, mais nous avons quelque peu facilité votre tâche, puisque vous pouvez, et vous le voyez dans la colonne verte qui se trouve à droite de l'écran, vous pouvez adresser votre curriculum vitae au service diocésain, qui les mette sur un site et qui les diffuse directement auprès de l'ensemble des directions. De même, les directions d'école, quand elles ont un poste disponible, pas nécessairement au début de l'année, mais en cours d'année, et tous vous ne serez pas engagés à temps plein du 1er septembre au 30 juin. Certains d'entre vous auront des intérims qui s'interrompront le 15 novembre, le 15 janvier. Donc, à ce moment-là, vous serez en demande d'emploi. Vous pouvez aller voir sur le site et les offres des différentes écoles s'y trouvent, de même que vous pouvez nous adresser votre curriculum vitae. Vous pouvez également, parce que ce service n'existe qu'au CEDES, donc au service diocésain de Bruxelles-Brabant-Wallon. Il existe dans une autre version au Hainaut, mais je pense que Liège et Namur, pour l'instant, ne l'organisent pas. Alors je vous invite, comme M. Fourneau le disait, à aller aussi vers Arlon. Et donc, à ce moment-là, vous mettez votre curriculum vitae sur le site du CEGEC. C'est la ligne verte qui se situe en bas de l'écran. Donc, ça, c'est simplement la présentation des différents sites où vous allez vous retrouver. C'est le site du CEGEC, le site de Bruxelles-Brabant-Wallon,
celui de Liège et celui de Namur-Luxembourg. Ça, c'est pour la procédure. Comment faire? Alors, quel service peut-on vous apporter quand vous démarrez? Certains directeurs vous ont dit l'entrée dans le métier n'est pas facile. Vous aurez bien sûr le soutien du directeur, vous aurez le soutien dans certaines écoles d'un tuteur, d'un coordinateur, d'un collègue plus âgé. Donc, vous ne serez pas seul. Néanmoins, et vous le lisez dans la presse, bien souvent, les enseignants qui débutent se trouvent seuls. Ils sont effectivement seuls face à leurs élèves, mais la vie va vite. Les horaires des enseignants sont variés. Vous aurez cours pendant que votre collègue, celui avec lequel vous avez des affinités, est disponible, et inversement, il sera en cours pendant que vous êtes disponible. Il est parfois difficile de se rencontrer le temps de midi, après 4 heures. Et puis, cette vie va tellement vite, vous avez à la fois un travail d'apprivoisement de la classe, d'apprivoisement de la matière, d'apprivoisement de l'école, d'apprivoisement du rythme de l'école, des réunions de ceci, des conseils de classe, des réunions de parents. À un moment donné, vous allez vous sentir pris par le courant. Et il est indispensable de prendre du recul et de s'arrêter. Et les services diocésains sont aussi là pour vous permettre de vous arrêter et de vous arrêter avec d'autres enseignants qui vivent des réalités plus ou moins les mêmes que vous, c'est-à-dire qu'ils sont nouveaux dans la fonction. Alors, 4 moments vous sont proposés. Le premier, c'est la journée d'accueil. C'est une journée pour prendre connaissance. On vous laisse le temps d'entrer en classe. On vous laisse le temps d'avoir vos premiers cours et d'avoir vos premières expériences et vos premières questions. Je veux bien la diapositive suivante. Merci. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ça s'adresse aux enseignants. On a parlé beaucoup des enseignants, mais ça s'adresse également aux éducateurs. Vous viendrez là et vous aurez l'occasion d'échanger, de rencontrer nos conseillers pédagogiques, de venir avec vos questions, de venir déjà avec une situation qui éventuellement vous aura posé problème et de vérifier les expériences des autres qui auront peut-être été positives et de bénéficier d'outils théoriques. La matière peut parfois vous poser problème, la planification de la matière, la rédaction des questions. Vous rencontrerez l'après-midi de cette journée d'accueil des conseillers pédagogiques qui sont spécialisés dans les matières que vous enseignez. Vous pourrez disposer, à partir de là, de leurs coordonnées et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement individualisé si vous le souhaitez. Merci. Deuxième moment que nous vous proposons, c'est la gestion de la classe. L'accompagnement des nouveaux enseignants date d'il y a 5-6 ans. Et quand on demande aux enseignants quelles sont les difficultés de l'entrée en fonction, la gestion de classe, la question de l'autorité est dans le top 10 des questions qui se posent et des difficultés qui sont rencontrées. Première journée, et les directeurs sont en général assez favorables à vous libérer, puisque ça exige que vous quittiez éventuellement votre classe pendant ce temps-là. Mais le bénéfice qu'il y a à vous permettre de prendre ce recul fait en sorte que le directeur, généralement, vous laisse partir. Le choix de la date, il y a 3 dates prévues, c'est 3 fois la même animation, donc vous pouvez choisir la date qui vous convient. Séquence suivante, animer les 50 minutes de cours. Quand on a permis au cours de se donner, qu'on a ses élèves en main, il y a lieu d'organiser la séquence de cours. Là aussi, bien sûr, vous avez des cours à l'agrégation. Bien sûr, vous avez déjà donné cours. En même temps, les questions sont encore nombreuses. Et vous aurez des outils, soit via vos pairs, via l'échange, soit via les conseillers pédagogiques. Dernière journée qui vous est proposée, c'est la préparation de la fin de l'année.
la question des conseils de classe de fin d'année, la question de l'évaluation, la question de l'orientation est une question tout à fait spécifique à laquelle aujourd'hui vous avez sans doute été préparés, mais quand vous aurez vécu 2 trimestres avec vos élèves, que vous aurez déjà eu des conseils de classe, que vous aurez déjà eu des copies d'examen à Noël, vous serez plus disposés pour vous préparer à la question des conseils de classe de fin d'année. Alors, un numéro de téléphone à noter, celui de M. Jean Gossens, qui est votre conseiller pédagogique de référence, parce que, outre ces journées auxquelles vous êtes conviés, bien sûr, au niveau des diocèses, vous pouvez solliciter l'appui d'un conseiller pédagogique si vous êtes dans une situation inextricable, et j'ai tendance à dire avant qu'elle ne soit inextricable. J'ai entendu un directeur dire « osez dire vos difficultés, osez dire vos peurs, osez en parler ». Et évidemment, si à un moment donné c'est difficile dans le contexte de l'école même, ça peut arriver, profitez du recul que vous offrent les services diocésains, qui ne sont pas directement liés à une école en particulier, et des conseillers pédagogiques qui pourront vous apporter l'aide voulue. Il arrive, dans certains cas, que des directeurs fassent appel à nos services et nous demandent d'accompagner des enseignants qui ont fait part de leurs difficultés. Donc, vous voyez, si vous faites part de vos difficultés à la direction ou même à un autre enseignant, la solution ne se trouvera peut-être pas dans l'école, elle se trouvera peut-être en dehors de l'école, et notamment chez nous. Voilà. Et donc, je vous attends pour ceux qui travailleront à Bruxelles, Brabant Wallon. Je serai ravie de vous accueillir le 9 octobre prochain, à l'avenue de l'église Saint-Julien, tous ensemble, et puis de vous accompagner tout au long de cette année. Merci à vous. Voilà. En tout cas, nous en avons terminé maintenant, et ça a été un peu plus long que prévu, mais je crois que c'est important de vous présenter l'ensemble de ces possibilités d'enseignement qu'on offre aux jeunes et donc qu'on vous offre aussi, puisque M. Waterman non seulement vient en vélo, arrive en retard, mais en plus il vous parle de pénurie. Non, et il n'y a pas de pénurie parce que le métier est difficile. Le métier n'est pas facile, mais le métier est passionnant. Et donc c'est vrai que je serais très heureux qu'après cette rencontre d'aujourd'hui, on vous ait encore convaincu un peu plus que nos écoles, nos jeunes ont besoin de vous et que ce métier peut être un métier passionnant et qui va vous tenir toute votre vie. J'espère en tout cas que j'ai senti, en tout cas chez tous les intervenants, cette passion pour leurs écoles, pour leur métier de directeur aujourd'hui, mais ils ont tous été enseignants avant. Donc merci d'être venus ce soir. On va commencer les rencontres. Je signale qu'il y a un directeur qui n'est pas ici, qui est le directeur un des 2 directeurs du Collège Cardinal Mercier qui n'est pas là, mais il est remplacé, M. Bouillon, mais il est remplacé par le directeur de la Vallée-Bailly, qui est une école voisine, à Braine-l'Alleud, M. Xavier Deschamps, qui prendra donc place, de Marais, pardon, qui prendra, ça va bien, qui prendra donc place à l'endroit qui était prévu pour M. Gabriel Bouillon. Je voudrais aussi remercier l'UCL de nous accueillir aujourd'hui. Merci, monsieur le vice-recteur. Merci aussi à tous ceux qui ont préparé cette salle. Merci à Christelle, merci à Béatrice de nous avoir invités ce soir. Merci à vous d'être venus et bonne rencontre.